Ok. Donc, la dernière fois, on a parlé de l'adhérence. Et on avait dit que pour qu'il y ait une bonne adhérence, il faut qu'il y ait une bonne association entre l'acier et le béton. Donc, on avait défini les différents facteurs dont dépend l'adhérence et puis on avait essayé de calculer les ancrages. Donc, aujourd'hui, on va faire le chapitre 4 qui est un chapitre très important et essentiel pour la compréhension du cours de béton armé, qui est la descente des charges. Donc, en descente des charges, on va étudier ce qu'on appelle les systèmes porteurs. On va voir comment est-ce qu'on prend en compte les portées des poutres. On va voir comment on fait des répartitions des charges sur les poutres et les panneaux de dalles. Et puis, on va parler des effets de continuité sur les différents éléments de l'ossature d'un bâtiment. Donc, on va parler de joints, de différents joints qui peuvent exister, notamment les joints de dilatation et les joints de rupture. Et puis, on va faire des applications numériques. Donc, en chapitre 4, descente de charge. Okay. Donc, comme j'ai dit, on va parler du système porteur. En fait, descente de charge, ça veut dire que dans un bâtiment, en principe, ou dans tout ouvrage porteur, pour élever les charges au niveau de la fondation, il suffit de faire ce qu'on appelle une descente de charge. Descente de charge, ça veut dire essayer de comptabiliser toutes les charges qui s'appliquent sur notre édifice et qui sont appliquées et qui sont reportées sur nos fondations. Ça veut dire que les poids des planchers, des poutres et des poteaux appliqués au pied d'un poteau ou bien au pied d'une semelle. Donc, c'est ça qu'on appelle descente de charge. D'accord, monsieur. Donc, on va parler de ce qu'on appelle le système porteur. Je préférerais que vous coupez votre micro, sauf si vous avez une question à faire. Okay. Merci. Donc, le système porteur est constitué d'éléments structuraux, poteaux, poutres, dalles, nervures, portiques et voiles, permettant de transmettre les charges jusqu'aux fondations. Donc, les planchers acheminent les charges horizontalement vers l'ossature porteuse. Ils portent généralement dans le sens de la plus petite portée. Les ossatures, entre parenthèses, portiques, reprennent des charges horizontalement et verticalement. Les poutres reprennent les planchers, les maçonneries des étages ou les voiles lorsqu'il n'existe pas d'étage inférieur. Les poutres reposent le plus souvent sur des poteaux. Elles peuvent éventuellement s'appuyer sur des voiles en béton armé si les charges ne sont pas trop élevées et même sur de la maçonnerie pour de faibles charges. Les fondations reportent les charges sur le sol, supportent les poteaux, les voiles et les maçonneries. Donc, dans ce schéma, on a, je dézoome un peu, on a une petite représentation de ce qu'on appelle un système porteur. Donc là, on va voir qu'il y a des poutres, il y a des poteaux, et plus bas, il y aura nos fondations. Donc il y a la dalle, il peut exister deux types de dalles qu'on connaît tous. Il y a les dalles à corps creux et puis il y a les dalles pleines. Donc pour les dalles à corps creux, c'est ce qu'on appelle des nervures, ça représente aussi, ça fait partie des éléments du système porteur. Donc en diapositive 2, la partie de la structure située au rez-de-chaussée, la partie de la structure située sous le rez-de-chaussée est appelée infrastructure et la partie située au-dessus est appelée infra-superstructure. Donc, je vais dézoomer là et puis... Ah non, ça se voit pas. On va essayer comme ça. Donc, là, on a une représentation en plan d'une superstructure et d'une infrastructure. Donc, infrastructure, c'est la partie qui se trouve en bas sous le rez-de-chaussée. Donc là, on peut apercevoir notamment nos longrines, on peut apercevoir les semelles isolées, et puis on peut apercevoir notre sous-bassement qui est considéré comme des semelles filantes. Donc, la partie de la superstructure, nous pouvons apercevoir des poutres, des raidisseurs, des nervures éventuellement, et puis des poteaux. Donc,
On appelle régisseur, en fait, c'est la partie, ce sont des poutres non porteuses de notre système, à corps creux éventuellement. Ça veut dire que si on a une dalle à corps creux, il y a des poutres sur lesquelles se reposent les nervures, et puis les deux autres poutres qui ne portent pas des nervures, ça s'appelle des régisseurs. Donc, dans ce cas, par exemple, si on a nos nervures dans ce sens-ci, ça veut dire qu'elles s'appuient sur cette poutre-là et qu'elles s'appuient sur cette autre poutre, alors ceux-ci sont considérés comme des régisseurs. Donc, système de contreventement. Contreventer, c'est assurer la transmission des actions horizontales jusqu'au sol sans désordre ni déformation excessive. En outre, le contreventement permet à l'ossature porteuse de fonctionner d'une manière monolithique. Dans les bâtiments courants, les voiles, les cages d'escalier et d'ascenseurs jouent le rôle d'un système de contreventement. Pour les bâtiments non élancés, ça veut dire que la hauteur est inférieure à 20 mètres, on ne se préoccupera pas de la stabilité horizontale, on ne se préoccupera de la stabilité horizontale que de façon qualitative. Donc, les portées à prendre en compte pour le calcul de déchantes de charge dans les poutres. La portée d'une poutre à prendre en compte dans les calculs est mesurée entre axes des appuis. Si les poutres sont munies des appareils d'appui en élastomère, donc ça c'est le cas par exemple des ponts. Donc le cas des ponts, généralement, on a au niveau des appuis de nos poutres ce qu'on appelle des appareils d'appui qui sont en élastomère. Donc les élastomères, ce sont les dérivés des matières élastiques. Donc si c'est dans ce cas, alors la portée à prendre en compte, comme là, c'est au niveau du milieu des appareils d'appui. Donc on peut avoir le cas où notre poutre est portée par des poutres ou bien des poteaux en béton armé, comme dans le cas. Dans les cas très fréquents où les poutres reposent sur des poutres, des poteaux ou bien des voiles en béton armé, la portée à prendre en compte est mesurée en tenue d'appui. Donc ça veut dire que le cas le plus courant, qui est le cas un peu réel pour des bâtiments, la portée à prendre en compte, c'est en tenue des appuis. Donc si ça c'est une poutre ou bien un poteau ou bien un voile, alors si on veut calculer des descentes de charge sur cette poutre, la portée à prendre en compte, ça s'arrête juste là, en tenue d'appui. Donc si la poutre repose sur la maçonnerie, la portée est calculée comme la distance du nu au nu, majorée du tiers de l'épaisseur des porteurs verticaux. Donc si notre poutre repose sur la maçonnerie, alors la portée à prendre en compte, c'est éventuellement de nu à nu, plus de part et d'autre un tiers de la largeur de notre maçonnerie, de notre épaisseur de maçonnerie. Donc, les répartitions des charges sur un plancher. Elle est fonction du mode de réalisation. Donc, pour les planchers à corps creux, les charges sont reparties obligatoirement sur deux côtés du panneau. Donc, voici notre plancher à corps creux, un exemple de plancher à corps creux, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Et puis, il y a la possibilité d'avoir des nervures. Donc, s'il y a des nervures, alors forcément, nos nervures s'appuient essentiellement sur deux côtés d'un panneau. Et là, ça veut dire que sur un rectangle considéré comme ici, nos nervures s'appuient essentiellement sur cette poutre-là et sur cette poutre-là. Donc, ça veut dire que sur ce côté du panneau et sur ce côté, c'est pour ça qu'on dit obligatoirement sur deux côtés du panneau. Donc, et puis on peut avoir des planchers, des pédales, des planchers en pédales préfabriqués. Donc, les charges sont reprises généralement sur deux côtés, bien évidemment aussi, parce que généralement, on a pour les pédales une dimension qui est très grande par rapport à notre dimension. Du coup, ça fonctionne un peu comme le système des nervures sur deux côtés. Donc là, on a un exemple de notre pédale. Éventuellement, on suppose que ça s'appuie dans le... En fait, notre pédale porte dans le sens de la petite portée.
Donc, elle s'appuie, généralement là, elle s'appuie de l'autre côté, et cette autre partie sont considérées comme des éléments non porteurs, donc comme des réducteurs éventuellement pour des pédales. Et puis, on a un troisième cas, le cas des dalles pleines coulées sur place, dont les planchers en dalles pleines coulées sur place. Les charges peuvent être reprises soit sur deux côtés, soit sur les quatre côtés en fonction du rapport de la longueur, de la largeur sur la longueur, en fait, du petit côté sur le grand côté. Donc, c'est en fonction de ce rapport qu'on connaît si notre dalle porte sur deux côtés ou sur trois côtés. Donc, si le rapport de la largeur sur la longueur est inférieur à 0,4, alors notre dalle porte sur deux côtés. Notre dalle porte sur deux côtés, ça veut dire que la dalle porte dans un seul sens. Donc, si on a quatre côtés là et que notre dalle repose juste sur là et considérée reposer sur cette côté, sur cette poutre et sur cette poutre, alors on suppose que notre dalle porte dans un seul sens, donc elle est reprise juste sur deux côtés. Si 0,4 est compris entre si la largeur divisée par la longueur de notre dalle est comprise entre 0,4 et 1, alors notre dalle est reprise sur les quatre côtés. Dans ce cas, on dit que notre dalle porte dans les deux sens. Donc, si c'est repris par les quatre côtés, ça veut dire que ça porte dans ce sens-ci et dans l'autre sens. Donc, les effets de la continuité des éléments. Donc, effet de continuité, c'est un phénomène très important qu'il faut toutefois connaître. Donc, effet de la continuité sur nos éléments porteurs. Les moments non nuls sur les appuis intermédiaires d'une poutre continue induisent des efforts tranchants supplémentaires sur les appuis des rives et voisins des rives. Sur les appuis des rives, ces efforts tranchants minorent les réactions par rapport à celles calculées dans la poutre isostatique de référence, mais pour des raisons de sécurité, cette minoration n'est pas considérée. Par contre, si les appuis voisins des rives, ils sont majorés. Donc la majoration des réactions des appuis voisins de rive due à l'effet de la continuité dépend du nombre de travées et estimé forfaitairement comme suit. La réaction de l'appui central d'une poutre à deux travées sera majorée de 15% par rapport à celle calculée pour la poutre isostatique de référence. Pour une poutre à plus de deux travées, les réactions des appuis voisins des rives seront majorées de 10% par rapport à celles calculées pour la poutre isostatique de référence. On remarquera que la somme des réactions d'appui est supérieure à la somme des charges sur la poutre. Ceci est dû à la non-minoration des réactions aux appuis. Donc, on a essayé de matérialiser ce qu'on disait en texte. Ça veut dire que si on veut calculer les réactions d'appui, par exemple, dans le cas d'une poutre à deux travées continues, donc sur la première poutre, on a appliqué une charge Q et sur la longueur de travée L1. Sur la deuxième, on a appliqué une charge Q sur la longueur L2. Donc, on demande de déterminer les réactions sur les appuis. Donc, il y a l'appui là, il y a un appui là. Alors, sur l'appui intermédiaire, la réaction qu'on va trouver sera majorée de 15%. Donc, ça veut dire qu'on va calculer une réaction d'appui et puis on va ajouter 0,15 par rapport à la valeur trouvée. Ça, c'est le cas d'une poutre continue à deux travées. Donc, pour le cas d'une poutre continue à plus que deux travées, pour les poutres, pour les appuis qui seront proches des appuis de rive, donc ça veut dire que si on a l'appui de rive, et là, ce sont les appuis d'extrémité. Les appuis qui sont proches des appuis de rive, on les majore de 10%. Et puis les autres appuis à l'intérieur, il n'y a pas de majoration. C'est tout simplement ce que ça voulait dire le texte. Donc on va faire des exemples. Donc pour le même cas de poutre à deux travées, poutre continue à deux travées, soumise pour la première travée à une charge répartie petit Q1
et la deuxième travée soumise à une charge repartie petit Q2. Si vous faites des équations d'équilibre pour déterminer les réactions R1, R2 et R3, donc ça veut dire qu'on vient à ce niveau, on fait une coupure là. Si on fait une coupure là, on trouve R1 fois L1 moins Q1 fois L sur 2 égale à 0. Donc on peut trouver la valeur de R1. On tire R1, on tire R3 de la même façon et puis on cherche R2. Donc au final, R2 sera la résultante de celui-ci plus celui-là. Mais maintenant, il sera majoré de 15% puisque c'est une poutre continue à deux travées. Donc c'est la résultante des deux R1 et R3 mais majorée avec 15%. Donc on fait les mêmes calculs pour le cas des poutres continues à plus que deux travées. Donc, les poutres proches des poutres intermédiaires, les appuis proches des appuis intermédiaires seront majorés de 15%, de 10%, tandis que les autres appuis, il n'y aura pas de majoration. Donc, on va parler des joints, comme énoncé précédemment. Les joints de structure sont des éléments importants dans l'étude de la descente des charges. On distingue deux types de joints, notamment les joints de rupture prévus quand il existe des risques de tassement différentiel dus à des différences importantes de charges, de nature de sol, de type de fondation. Les joints de rupture coupent les fondations. Et le deuxième joint, c'est notamment les joints de dilatation, on va expliquer. Sous l'effet d'un gradient thermique, les matériaux acier et béton se dilatent en produisant des sollicitations additionnelles dans les éléments structuraux du bâtiment. Par conséquent, des joints de dilatation sont à prévoir pour des bâtiments de grande dimension. Selon le BAEL, il existe plusieurs choix à prendre en compte pour les longueurs considérées du bâtiment où il est nécessaire d'utiliser des joints de dilatation. Donc, dans ce schéma, on voit une explication claire et nette des joints de dilatation et joints de rupture. Donc, le joint de rupture est là quand, par exemple, si on a un bâtiment de ce côté et notre bâtiment de l'autre côté, si la longueur est tellement importante et que les caractéristiques mécaniques du sol sur ce côté sont différentes des caractéristiques mécaniques du sol de l'autre côté, il risque d'avoir ce qu'on appelle un tassement différentiel. Donc, s'il y a un tassement différentiel, il y aura des fissures sur le bâtiment dans ce sens-ci. Alors, pour éviter ces fissures, on fait on crée ce qu'on appelle un joint de rupture qui commence d'en haut jusqu'au bout du bâtiment, jusqu'au niveau de la fondation. Donc là, ça limite les transmissions de charges de ce bâtiment sur cet autre bâtiment parce que le sol n'est pas forcément un sol optimisé. Donc on crée un joint de rupture qui va diviser notre structure. Alors, sur les effets de température, donc les effets notamment de gel dans les zones, donc dans les zones où il y a de la neige, les effets d'élévation des températures, par exemple en été, les matériaux de construction se dilatent. Alors, quand ils se dilatent, il faut créer ce qu'on appelle un joint de dilatation, tout simplement parce que ce joint a une épaisseur qui correspond généralement à l'étirement de nos matériaux, l'étirement qui correspond à notre allongement du matériau en question. Donc, par exemple, si notre bâtiment est fait en béton armé, on connaît à peu près à quoi correspond l'allongement du béton. Donc, on peut créer notre zone de dilatation avec un espacement qui correspond à peu près à l'allongement du béton sur cette zone. Et puisque ça ne dépend pas des fondations, puisque ça ne dépend pas, il n'y aura pas de tassement différentiel, on n'arrive pas à la fondation. C'est un peu ça. Donc, les zones de dilatation ne traversent pas la fondation, qui ne sont pas affectés par les gradients thermiques. Donc, on va faire les applications numériques. C'était un chapitre assez court, puisque voilà,
C'est, au final, la plupart de ce qu'on aura à apprendre, c'est juste une logique. Donc, on a dit que faire une descente de charge, c'est, par exemple, voici un bâtiment RE+3 avec une terrasse. C'est essayer de prendre la charge de cet à côté plus la charge de ce plancher, de cet autre plancher, ainsi de suite, et de ramener ces charges-là au niveau des fondations. Donc, on va juste avoir un peu de logique et connaître des calculs élémentaires de volume pour pouvoir faire notre calcul de distance de charge. Donc, on va lire notre application numérique et puis on va essayer de résoudre. Donc, soit un bâtiment composé d'un rez-de-chaussée plus 3 étages est présenté par la vue en plan et la coupe suivante. Donc, ça c'est une vue de dessus, en tout cas une coupe en vue de dessus de notre bâtiment. Donc, ça veut dire que si on se place au-dessus, on observe cela. On a des raidisseurs dans ce sens ici, et puis 3 poutres dans ce sens ici. On a dit que les raidisseurs, ce sont les poutres qui ne portaient pas de nervures. Donc, ça veut dire que on a notre bâtiment là, on a des poutres, les poutres parce que reposent des nervures dans ce sens ici. Les poutres parce que reposent des nervures dans ce sens ici. Donc, ceux-ci sont appelés raidisseurs tout simplement parce que c'est un plancher encore creux et ces poutres ne reprennent aucune charge de nervures. Donc là, on aura 2 raidisseurs, on aura 3 poutres et puis on aura 6 poteaux. Donc, dans une coupe verticale, on peut observer qu'on a un rez-de-chaussée, nos 3 différents étages avec une dalle terrasse, une toiture terrasse accessible, probablement, avec des apotères, l'épaisseur de l'apotère c'est 10 cm, avec la hauteur 0,6. Donc, on a donné les dimensions dans le plan des axes de nos poutres. Et puis, on a donné les différents constituants de nos différents planchers. Donc, pour le plancher à corps creux, pour les zones courantes. Zone courante, ça veut dire du rez-de-chaussée jusqu'à l'étage. On a du carrelage, on a du mortier de pose, de lit de sable, les cloisons. En fait, on a donné les charges pour les cloisons légères. On a donné les charges pour le corps creux. Le corps creux, c'est toute cette zone. Et puis, on a donné le poids de l'enduit sous plafond. Donc, on a donné les caractéristiques épaisseur et poids volumique. Donc, pour le corps, pour la coupe sur le corps du plancher terrasse, donc c'est ce plancher-là, on a donné les caractéristiques. Donc, au-dessus, il y a une protection de l'étanchéité. Après, il y a l'étanchéité. Il y a une couche de forme qui donne une petite pente sur notre terrasse. Et puis, il y a éventuellement notre corps creux et l'enduit sur plafond. La charge d'exploitation sur le plancher courant à prendre en compte sera de 1,5 kN par mètre carré. Donc, partout où on va utiliser la charge d'exploitation pour le plancher courant, on prendra petit q égal à 1,5 kN par mètre carré. Donc, sur celle des planchers terrasse, le dernier, on prendra le petit q égal à 1,5 kN par mètre carré. Donc, on a dit que c'est une terrasse non accessible. Voilà. Donc, les régisseurs et les poutres des rives supportent une charge permanente répartie des cloisons de 13 kN par mètre. Donc, on a dit que les régisseurs et les poutres de rive, surtout les poutres de rive, ce sont les poutres d'extrémité. Donc, les régisseurs sont déjà d'extrémité et les poutres de rive aussi, supportent des charges réparties de 13 kN par mètre. Alors, la première question, c'est de calculer les charges permanentes G et les charges d'exploitation Q appliquées sur la poutre A1 et A2 au plancher terrasse et au plancher courant. Donc, on demande de calculer les charges Q et G représentant les charges réparties
et les charges d'exploitation et les charges permanentes sur la poutre A1 et A2. Ensuite, on demande de déduire les actions aux états limites. Donc, aux états limites, ça veut dire à l'ELU et à l'ELS. Ensuite, la deuxième question, c'est de tracer le diagramme des moments fléchissants et des efforts tranchants. Ça, c'est ce qu'on a vu au cours du calcul de structure. Et puis, la troisième question, c'est de calculer l'effort normal appliqué sur un poteau de point au rez-de-chaussée. Donc, au final, même, la deuxième et la troisième question, c'est plus un cours de structure, mais il faut appliquer les résultats de la légende de charge calculée pour pouvoir avoir les valeurs à appliquer. Donc, c'est pour ça que le béton armé et le calcul de structure est très lié. Parce que si tu ne connais pas le calcul de structure, tu ne seras pas à même de pouvoir déterminer les différents efforts appliqués. À moins que voilà, tu utilises un logiciel. Je pense que c'est la facilité de nos jours. Donc là, je vais charger la présentation de la solution. Voilà. Alors, présentation. Donc, est-ce que vous y êtes? Donc, au final, comme j'ai dit, c'est juste vraiment des cours de logique. Ça veut dire qu'on va juste essayer de comprendre comment est-ce qu'on calcule des volumes. Et puis, c'est à partir des volumes qu'on notamment on pourra déterminer la charge à appliquer. Parce que si on a le volume, par exemple, du béton, puisqu'on connaît le poids volumique, on va connaître en fait comment faire pour l'appliquer, pour faire descendre jusqu'aux fondations. Donc là, je fais un petit rappel. Alors, pour une poutre isostatique soumise à une charge concentrée, ça c'est, on a passé le temps à faire ça. Si on fait l'équilibre des forces, donc si on applique une charge Q là, on aura une réaction sur cet appui et une autre réaction sur cet appui. Donc on peut déduire que la réaction en B ici présente égale à Q fois A sur L. Et puis la réaction en A égale à Q fois B sur L. B représente cette partie, A représente cette partie, et puis L c'est la longueur totale de notre poutre. Donc, autre rappel, c'est le cas d'une charge de poutre isostatique soumise à une charge répartie. Donc, le moment max sur cette poutre isostatique égale à P, qui est la valeur de notre charge répartie, fois L, qui est la longueur de notre poutre divisée par 8. Donc, ça, ce sont des petits trucs qu'il faut connaître avant de commencer. Donc, pour notre application, on a noté le petit Q égal à 1,5 kN par mètre carré pour les planchers courants et 1 kN par mètre carré pour les planchers terrasses. La charge pour les régisseurs égale à 13 kN par mètre carré, par mètre en tout cas. Donc, calculer G et Q. On demande de calculer G et Q, c'est-à-dire la charge permanente et la charge d'exploitation appliquée sur A1 et A2 au plancher terrasse et au plancher courant. Donc, pour les planchers courants, l'élément du plancher, on va calculer les différentes charges permanentes appliquées sur les différents éléments du plancher. Donc, on a notre carrelage. On a dit que le carrelage avait 2,5 cm d'épaisseur avec un poids volumique de 22 kN par mètre cube. Donc, ça veut dire que si on veut calculer la charge qu'applique notre carrelage sur notre plancher, il suffit de multiplier l'épaisseur de notre carrelage par son poids volumique. Donc, puisque le poids volumique est en kN par mètre cube et que le 2,5 est en centimètres, il faut qu'on le tire en mètres. C'est pour ça qu'on multiplie par 10 puissance moins 2. Donc, on obtient un résultat en kN par mètre carré. Donc, ça, c'est la charge surfacique que le carrelage applique sur notre plancher. 0,55 kN par mètre carré. On fait de même pour le mortier. Donc, le mortier a pour épaisseur 2 cm pour le plancher en zone courante. Donc, et le poids volumique du mortier, c'est 22 kN par mètre cube. Donc, on fait 2 cm fois 10 puissance moins 2, donc ça fait 0,02.
fois 22 qui est égal à 0,44 kN par mètre carré. Donc, le lit de sable, on calcule successivement. Le lit de sable a pour épaisseur 6 cm et pour poids volumique 17 kN par mètre cube. Donc, on obtient 1,02 kN par mètre carré pour la charge surfacique du lit de sable. Donc, les cloisons légères, on a directement donné sa valeur 0,75 kN par mètre carré. Et les corps creux, on a donné 2,85 kN par mètre carré. Donc, si on globalise, si on fait la somme des charges permanentes issues des différents éléments de notre plancher, on obtient une charge permanente appliquée au plancher, 5,94 kN par mètre carré. Et puis, comme on a dit, nous sommes en zone courante. Donc, la charge d'exploitation, c'est 1,5 kN par mètre carré. Donc, à partir de ces efforts résultants des planchers, il faut bien qu'on puisse maintenant déterminer quelle quantité est appliquée sur nos différentes poutres. Donc, il faut qu'on détermine quelle quantité est appliquée sur nos différentes poutres. Donc, il faut calculer la charge permanente appliquée sur la poutre A1, premièrement. La poutre A1, c'était la poutre d'extrémité gauche, si vous avez le document devant vous. Donc, on a essayé de représenter cette poutre dans la portée, dans la petite portée en tout cas, avec sa petite portée de 4 mètres. Donc, pour prendre en compte les éléments à prendre en compte pour notre poutre, on a dit que l'entre-axe, la portée à prendre en compte, la longueur de calcul devait être entre nœuds d'appui. Entre nœuds d'appui, ça veut dire que s'il y a le poteau là, il y a un autre poteau là, alors la portée à prendre en compte, c'était la portée entre axe moins la moitié de chaque épaisseur. Donc c'est ça qu'on a fait 4, puisqu'on a dit que les poteaux, si on a lu juste en bas, on a dit que le poteau font 22 cm. Donc ça veut dire que si là c'est 22 cm et que là c'est 22 cm, ça veut dire que la moitié c'est 11 et la moitié là c'est 11. Donc ça fait 4 moins 11 cm moins 11 cm qui font 3,78 cm. Donc ça c'est la longueur de calcul pour notre poutre. Ensuite, on va prendre en compte le fait qu'il y a une dalle. Donc on a un corps creux qui sera à 21 cm. On a dit plancher 16 plus 5. 16 plus 5, ça veut dire qu'on a 16 cm d'épaisseur des corps creux et 5 cm de table de compression. Donc 16 plus 5, ça va faire 21. Donc là, on a un plancher de 16 plus 5 qui est 21 cm. Et juste en bas de ce corps creux, il y a une retombée de la poutre qui sera vue. Donc la retombée de la poutre sera de 24 cm dans ce cas. Et puis la poutre fait 22 fois 45. 22 c'est sa largeur, 45 c'est la hauteur de la poutre. Donc si on déduit l'épaisseur de plancher, on obtient la retombée de la poutre qui est 24 cm. Alors, donc, pour calculer la valeur de notre charge permanente appliquée sur la poutre 1, on calcule premièrement le poids propre de cette poutre. Pour calculer son poids propre, il suffit de multiplier les dimensions de cette poutre par le poids volumique du béton. C'est ce qu'on a fait. La poutre a pour dimension 22 par 45, donc on multiplie les différentes dimensions de la poutre fois le poids volumique du béton qui est 25 kN par mètre cube. Ensuite, on ajoute le poids du plancher. Le poids du plancher, on avait dit que notre plancher, on a calculé précédemment, appliquait une charge permanente de 5,94 kN par mètre carré sur
nos différents éléments. Donc, précédemment, on a calculé la longueur de calcul de la poutre. Et cette longueur de calcul, c'était 3,78. Donc, il faut que je revienne sur la diapositive précédente pour vous expliquer pourquoi on prend 378 sur 2. 378 sur 2, ça veut tout simplement dire que notre poutre prend en compte, notre poutre porte la moitié des charges du plancher sur ce panneau-là. Donc, je reviens sur cette présentation pour mieux vous expliquer. Donc, voici la poutre qu'on est en train de calculer. On a déterminé la longueur à prendre en compte entre la portée à prendre en compte ici. Donc, si on avait 4 mètres, alors on a dû comprendre entre lui et l'appui parce que c'est les définitions du béton armé. Donc, on va faire 4 mètres moins la moitié de ce poteau, moins l'autre moitié, ça donne 3,78. Donc, on a calculé les efforts dus à la charge permanente, dus à la charge de plancher sur ces différents éléments, et on a trouvé un petit G qui égale à 3,78. On a à 5,94, petit G égale à 5,94. Donc, cette charge-là, pour cette poutre-ci reprend la moitié de ce panneau. Donc, si elle reprend la moitié de ce panneau, ça veut dire que l'effort appliqué sera la charge permanente sur ce panneau divisé par 2. Donc, quand on va calculer pour le panneau A2, ce panneau reprend les efforts de la moitié de ce panneau plus la moitié de cet autre panneau. Donc, ça veut dire que finalement, quand on va calculer pour la poutre A2 et qu'il sera demandé de calculer la charge permanente, alors les efforts qui s'appliquent sur ce panneau sont notamment moitié ce panneau et moitié l'autre panneau. Donc, on revient sur notre présentation. Donc, on revient sur notre présentation. Ça veut dire qu'on multiplie notre charge permanente par la moitié des efforts dus à la charge permanente sur le plancher. Donc, on a dit que les régisseurs et les poutres supportent une charge permanente répartie de 13 kN par mètre due aux cloisons. Donc, on va ajouter cette charge de 13 kN, une charge permanente due aux cloisons, plus les charges de l'enduit sur la joue de la poutre. Enduit sur la joue de la poutre, je reviens sur la présentation de la poutre pour vous parler de ce qu'on appelle enduit sur la poutre. Donc, là, on est en train de calculer cette poutre, par exemple. Sur cette poutre, il y aura à la fin des travaux un crépissage qui a un poids. Donc, ce crépissage-là, c'est ce qu'on appelle enduit sur la joue de la poutre. Donc, de part et d'autre. À l'extérieur, ça va être sur les 45 cm de la joue de la poutre. Et à l'intérieur, ça va être sur 45 cm moins 21 qui représente la zone qu'occupe notre plancher. Donc, on va enduire l'extérieur et on va enduire l'intérieur. Donc, c'est ça qu'on appelle enduit sur joue. Enduit, ça veut dire le poids du crépissage sur la poutre à l'extérieur. À prendre en compte éventuellement. Donc, on revient sur notre correction. Donc, l'enduit, comme je disais, ça veut dire la hauteur de la poutre à l'extérieur plus la hauteur de la poutre à l'intérieur. La hauteur de la poutre à l'intérieur, c'est 45 cm, moins 21 cm qui représente le panneau de dalle. C'est ça qui fait 24 cm. Donc, multiplié par 0,33. Donc, au final, on va obtenir notre charge permanente sur la poutre 1 égale à 26,94 en faisant juste un calcul. Et 0,33 ici, ça représente le poids surfacique de notre enduit sur jour. Je pense que je l'ai défini en commençant l'exercice.
Donc, ça représente le poids sur facile de notre enduit sur jour. Je pense que je l'ai noté là. Donc, le poids volumique du béton, c'est vrai que ce n'était pas là les données de l'exercice, mais on a pris 25 kN par mètre cube. Et l'enduit sur la jour, on a pris 0,33 kN par mètre carré. C'était la présentation 2. OK. Donc, ça, c'est la charge permanente appliquée sur la poutre 1. Donc, pour calculer la charge permanente appliquée, la charge d'exploitation appliquée sur la poutre 1, il suffit de connaître la charge d'exploitation appliquée sur notre plancher multipliée par la zone d'impact de notre plancher. Donc, c'est la même chose qu'on a fait avec les charges permanentes. Pour la charge d'exploitation en zone courante, la valeur de la charge d'exploitation prise en compte est 1,5 kN par mètre carré. Maintenant, la moitié de notre panneau de dalle. Notre panneau de dalle a une largeur de 3,78 cm. Puisque notre poutre ne reprend que les efforts de la moitié de notre panneau de dalle, avec on multiplie la largeur de notre panneau de dalle divisé par 2. Donc on a les efforts, les charges d'exploitation avec une valeur de 2,83 kN par mètre. Les charges d'exploitation. Donc pour la poutre A2, donc je reviens pour vous expliquer encore la poutre A2. La poutre A2, c'est cette poutre-là. Donc, les portées en prendre en compte, bon, cette longueur c'est 4 cm, cette autre longueur c'est 4 cm. Ça veut dire que s'il faut prendre entre nous des appuis, ça veut dire 4 cm moins la largeur, la largeur du poteau divisé par 2, moins la largeur du poteau divisé par 2, ça fait 4 cm moins 22 cm. 4 mètres moins 22 cm qui font 3,68 mètres de ce côté, 3,78 mètres de l'autre côté. Mais puisqu'on a dit que cette poutre ne reprend les efforts que de moitié de ce panneau et de l'autre moitié pour ce autre panneau, ça veut dire que les efforts des charges permanentes et des charges d'exploitation à prendre en compte seront les efforts de la moitié de ce panneau et les efforts de la moitié de cet autre panneau. Donc c'est ce qu'on va faire pour le calcul des efforts des charges permanentes et des charges d'exploitation sur la poutre A2. Donc la poutre A2 a pour dimension 22 cm par 60. Ça veut dire que son poids propre, c'est 22 par 60 par 25 qui représente le poids volumique du béton. Plus, on a dit que la charge permanente appliquée par notre plancher courant était de petit g égale à 5,94. Multiplié par la moitié du premier panneau, plus la moitié du deuxième panneau. Et puisque notre poutre se situe sur une poutre, en fait sur un régisseur continu à 2 travées, ça veut dire qu'il faut majorer les efforts par 15%. C'est les efforts de continuité qu'on parlait, l'effet de continuité qu'on parlait précédemment. Donc il faut majorer la poutre intermédiaire par 15%. Donc c'est pour ça qu'on a multiplié par 15, en fait par 1,15. Multiplié par 1 plus 0,15, c'est ça qui veut dire majoré de 15%. Donc ça c'est les efforts dus à la charge permanente des planchers. Maintenant il faut déduire, parce que c'est sur cette poutre, il faut déduire les efforts du plancher. Il faut déduire les efforts du corps creux. Donc la poutre est pleine. Je vais revenir sur le schéma. La poutre est pleine. Or, on a appliqué sur cette poutre-là des charges permanentes dues au plancher qu'il faut réduire. Donc je reviens sur la présentation. Le chapitre 2. D'accord. Donc je disais que cette partie, sur cette poutre-là, il y a un revêtement sur la poutre qu'il faut prendre en compte. Donc là, il n'y a pas de corps creux. Juste à ce niveau, il y a une poutre avec une retombée.
Donc, il n'y a pas de corps creux. Et puis, il faut, au-dessus de cette poutre-là, il y a les mêmes efforts appliqués partout sur notre panneau. Donc, au-dessus de cette poutre-là, il y a les mêmes efforts de charge permanente qu'il faut donc prendre en compte. Puisque le calcul des efforts, la prise en compte des charges était entre nœuds d'appui, ça veut dire qu'entre cet appui et cet appui, ça veut dire qu'on n'a pas idéalement ajouté une charge permanente sur la poutre. Donc, il faut ajouter donc cette charge permanente sur la poutre. Et l'ajouter revient à prendre en compte le petit g calculé qui était de 5,94, qu'on déduit le poids, du corps creux à ce niveau parce qu'il n'y a pas de corps creux, il y a une poutre plus sa retombée, donc il n'y a pas de corps creux. Donc ça veut dire qu'on prend la charge permanente due aux efforts de plancher, les efforts de revêtement, ça veut dire que tout ce qui est carrelage, lit, sable et ainsi de suite, on prend cette charge-là, on réduit les efforts du corps creux, 2,85, et qu'on multiplie par la largeur de cette poutre-ci, qui font 22. Donc c'est ce qu'on a fait, qu'on a appelé revêtement sur la poutre, qu'on a essayé de calculer. Donc c'est ça qu'on a fait, revêtement sur la poutre. On a pris notre petit G qui représente toutes les charges de revêtement, y compris les charges du corps creux. On a réduit les charges du corps creux. Là, il reste juste les charges du revêtement, notamment le carrelage, le mortier, le lit de sable, les cloisons légères éventuellement, multipliées par l'épaisseur de notre poutre. Et puis, on a ajouté les enduits sur les joues de notre poutre. L'enduit sur la joue, nos deux poutres ici, c'est juste des retombées. Donc, la hauteur totale de nos poutres sont 0,6. On réduit la hauteur de notre dalle, la hauteur de notre plancher. Et puisque c'est sur deux côtés, le côté gauche de la poutre et le côté droit de la poutre, on multiplie par 2 et multiplié par le poids surfacique de notre enduit sur la joue. Donc, on obtient ainsi la valeur de la charge permanente sur la poutre A2. Donc, de même, on essaye d'estimer la valeur de la charge d'exploitation sur la poutre A2. Donc, la valeur de la charge d'exploitation sur la poutre A2. On a dit qu'en zone courante, la charge d'exploitation avait pour valeur 1,5. Puisque notre poutre reprenait la moitié des efforts du panneau 1 et du panneau 2, on applique les mêmes principes. Donc, c'est la moitié des efforts du panneau 1 plus la moitié des efforts du panneau 2, majoré de 15% pour les efforts de continuité, plus les revêtements sur la poutre, donc les charges d'exploitation du revêtement sur la poutre. Là, on a pris en tenue d'appui, ça veut dire que là, on n'a pas appliqué les charges d'exploitation sur la poutre. Donc, il faudrait donc ajouter 1,5 multiplié par la largeur de la poutre pour appliquer notre charge d'exploitation sur la poutre. Donc, ça s'appelle revêtement sur la poutre. Alors, on obtient notre charge d'exploitation QA2 égale à 6,5 fois 6,5 kN par mètre. Donc, en résumé, pour la poutre A1 et la poutre A2 en zone courante, pour la poutre A1, on a la charge permanente égale à 26,93 kN par mètre. Q, qui est la charge d'exploitation, correspond à 2,83 avec son unité. Et puis pour la poutre A2, on a obtenu une charge permanente de 30,06 et une charge d'exploitation de 6,85 kN par mètre. Donc ça c'était pour la poutre, ça c'était pour la poutre A1 et A2 en plancher courant. Maintenant, on va calculer les mêmes poutres, mais en plancher terrasse. Même poutre en plancher terrasse. Donc, je reviens à la présentation. Donc, on a calculé ces poutres pour les planchers courants. En plancher courant, ça pourrait être là, là, là ou là. Donc, en plancher terrasse, on aura forcément des valeurs différentes puisque la valeur de charge d'exploitation ne sont pas les mêmes. La valeur des charges permanentes aussi vont différer parce qu'il n'y a pas les mêmes éléments sur le plancher à corps creux de zone courante
que de la zone terrasse. Donc, on aura forcément des valeurs différentes. Donc, là, on demande de calculer la valeur des charges permanentes et des charges d'exploitation sur cette poutre et sur cette autre poutre, mais située à ce niveau au plancher terrasse. Donc, au plancher terrasse, on fait la même procédure. Donc, notre plancher terrasse, il y avait une protection d'étanchéité, il y avait l'étanchéité proprement dit, il y avait la forme des pentes, le corps creux et l'enduit sous plafond. Donc, on calcule les charges, on calcule les efforts dus à la protection d'étanchéité. Donc, c'est 3 cm multiplié par son poids volumique, 20 kN par mètre cube, ça donne 0,6. Donc, on fait la même chose pour l'étanchéité, pour la forme des pentes, le corps creux a donné sa valeur de 2,85 et l'enduit sur plafond. On multiplie son épaisseur par son poids volumique. Donc, on obtient un petit jeu qui correspond aux différents efforts des éléments constituant notre plancher à corps creux en zone terrasse, égal à 7,38 kN par mètre carré. Donc, le petit Q en zone en plancher terrasse égale à 1 kN par mètre carré, c'est donné de l'exercice. Donc là, on demande de calculer la poutre A1, calculer les charges permanentes et les charges d'exploitation. De même que précédemment, la longueur à prendre en compte entre nu d'appui, ça veut dire que 3,78 comme matérialisé là. Mais seulement on a une apothière. Donc là, on a un apothière, on a donné l'épaisseur de notre apothière, c'est 0,1. Ça veut dire que là où notre apothière finit jusqu'au nu d'appui, la largeur c'est 0,12. Donc à partir de cet appui-là, on a 3,78 jusqu'à notre nu d'appui. Donc notre plancher terrasse aussi a pour épaisseur 16 plus 5. 16 plus 5, ça veut dire 16 cm d'épaisseur des corps creux et 21 cm de la table de compression. Ça fait 21 cm au total pour notre épaisseur de plancher. Donc ça veut dire qu'on aura une retombée pour la poutre A1, puisqu'elle fait 22 par 45, on aura une retombée de 24 cm si on déduit les 21 cm qui seront encastrés dans notre plancher. Donc le calcul de G, grand G qui est la charge permanente. Donc la charge permanente, c'est tout d'abord le poids propre de notre poutre considéré. Ça veut dire que cette dimension multipliée par le poids volumique, plus la charge permanente due aux différents éléments de plancher. Ça veut dire que tout ce qui est revêtement, étanchéité et tout ça. Puisque notre poutre ne reprend que la moitié du premier panneau, alors on fait la longueur prise en compte divisée par 2 pour matérialiser la moitié. Ça c'est 2. Et puis il faut prendre en compte les charges appliquées sur cette partie. Donc, puisqu'on a pris juste les efforts à ce niveau, il faut prendre en compte maintenant les efforts d'étanchéité et protection d'étanchéité de la forme de pente appliquée à ce niveau. Donc, c'est ça qu'on a fait à ce niveau-là. On a pris les efforts de revêtement plus du corps creux. On a déduit les efforts du corps creux parce que à ce niveau, il n'y a plus des efforts du corps creux. Donc, on déduit les efforts du corps creux et puis on déduit les efforts d'enduit sur plafond. Parce que si notre plafond s'arrête là, à ce niveau, il n'y a plus d'efforts d'enduit sur plafond appliqués. Donc, on déduit les efforts du corps creux, on déduit les efforts de l'enduit sur plafond et on multiplie par la largeur. Donc, on multiplie par la largeur qui est 0,12. Ça va faire comme ça le contour de notre édifice. Donc, on calcule cet effort en plus là, qui représente le revêtement sur la largeur de la poutre considérée. Donc, plus, il faut ajouter maintenant les efforts de la côté. Ici, dans ce cas, la côté a pour largeur 10 cm, 0,1 et pour hauteur 60 cm. Donc, on multiplie la largeur par la hauteur multipliée par le poids volumique du béton parce que notre côté est en béton. OK? Et puis, on ajoute les enduits sur jour
sur l'ajout de notre poutre. Donc, dans ce cas, il y a l'enduit sur cette joue-là, et puis il y a un enduit sur cette autre petite partie. Donc, il y a un enduit sur une partie qui représente 45 cm, qui est toute la joue de la poutre. Et ici, il y a de l'enduit qui représente 45 cm, au moins 21 cm qui représente le plancher. Donc, ça va faire 45 plus 25 multiplié par 0,33 qui représente le poids surfacique de notre enduit. Donc, on obtient comme charge permanente charge permanente appliquée sur notre poutre A1, 16,65 kN par mètre. Donc, comme charge d'exploitation cuir appliquée sur notre poutre A1, on a notre poutre reprend en principe la moitié des efforts. Donc, je vais revenir sur la présentation. Donc, à ce niveau, notre poutre A1, si elle est à ce niveau, ça reprend la moitié des efforts de ce panneau-là, premièrement. Et puis, ça reprend aussi une charge d'exploitation appliquée à cette petite partie, donc c'est-à-dire entre le nœud de l'appui du poteau et cette partie-ci qui est 0,12 cm. Donc, c'est ça qu'on a appliqué, c'est ça qu'on a calculé. Donc, ça veut dire que ça reprend la moitié des efforts du plancher, du panneau de dalle qui s'appuie sur cette poutre, plus la largeur multipliée par l'effort, la charge d'exploitation qui est 1 cm. 0,1 qui représente la largeur de la poutre considérée où on a appliqué notre charge d'exploitation. Donc, on a la charge d'exploitation avec une valeur de 2,01 kN par mètre. Ça, c'est la valeur de la charge d'exploitation appliquée sur notre poutre A1. De même, on calcule la charge d'exploitation et permanente appliquée sur la poutre A2 de la même façon qu'on a calculé pour la poutre pour les planchers courants. Donc, ça veut dire qu'on a notre poutre A2 qui font 60 cm par 22 cm multiplié par son poids volumique du béton, puisque c'est en béton, plus la charge permanente des planchers. Ça, c'est la charge permanente des différents éléments du plancher qui reprend la moitié du panneau, du premier panneau et la moitié du second panneau, majoré de 15% par l'effet de continuité. Et puis, le revêtement sur la poutre. Donc, le revêtement sur la poutre, c'est le même principe qu'en zone courante. Ça veut dire qu'on a pris pour le calcul de cette zone-ci-là juste les efforts entre nœuds d'appui. Donc, ça veut dire qu'ici, on n'a pas pris en compte les effets de revêtement sur la poutre. Donc là, il faut ajouter le revêtement sur la poutre. Pour ajouter le revêtement sur la poutre, on prend les efforts du plancher, les efforts de la charge permanente complète sur le plancher. On déduit juste l'effort dû au corps creux, parce que sur notre poutre, il n'y a plus de corps creux. Donc si on déduit, là, il reste juste les efforts de revêtement multipliés par la largeur de la poutre. Et puis les enduits sur la joue. Donc on a deux joues, on a deux faces, on a une joue à gauche et une joue à droite. C'est ça qu'on met 0,33 sur le poids surfacique de l'enduit sur la joue. Et puis, puisque ça s'applique juste sur notre retombée, donc on a la hauteur de notre poutre moins la hauteur du plancher qui donne les hauteurs des retombées. Donc ça représente l'enduit sur la joue. Et puis on trouve la charge permanente sur la poutre A2 égale à 32,06. Donc la charge d'exploitation fait pareil. La charge d'exploitation, ça représente la moitié du panneau, du premier panneau plus la moitié du deuxième panneau multiplié par 1, qui est la valeur de la charge d'exploitation en zone, en plancher terrasse, majorée de 15%. Majorée de 15% parce que nous sommes pour les effets de continuité. Et puis, l'effet, en tout cas, de la charge d'exploitation sur la poutre. Donc, ici, on n'a pas pris les effets de la charge d'exploitation sur la poutre puisqu'on prend en tenue d'appui. Donc là, on ajoute cet effet de la charge d'exploitation sur la poutre. Donc, on obtient une charge d'exploitation Q sur la poutre A2 égale à 4,56.
Donc, on fait un résumé pareil pour le premier cas, mais là, c'est un résumé un peu général. Donc, en zone courante et en plancher terrasse, la poutre A et A2, on a la charge Q permanente G permanente et Q d'exploitation, et pour la poutre A2, G permanente Q d'exploitation. Donc, en plancher courant, on avait déjà fait ce résumé. En plancher terrasse, on a cette poutre résumé. Donc, ça veut dire que la valeur de la charge permanente en plancher terrasse est 16,65. La valeur de la charge d'exploitation en plancher courant, en plancher terrasse est 2,01. Même chose, charge permanente pour la poutre A2, 32,06. Et charge d'exploitation, 4,56 pour le cas des planchers terrasses. Les unités en kilonewton par mètre. Donc, pour les autres questions, ça c'était tout pour la première question. C'est vrai que c'est un peu long, mais bon, il nous suffira juste de vous exercer davantage pour que ça puisse, ça va paraître facile, parce que si vous avez un BTS, je pense pour la majorité des cas, vous avez déjà eu à faire ce genre d'exercice. Donc, la deuxième question, c'est de tracer le diagramme des mouvements fléchissants et des efforts tranchants. La troisième question, c'est de calculer l'effort normal appliqué sur un poteau de pointe au niveau du rez-de-chaussée, en sachant que chaque poteau forme 22 cm x 22. OK. Donc, on va demander, la question, en fait, la question 1 avait deux volets. On a demandé ensuite de déduire les actions aux états limites à l'ELU et à l'ELS sur les mêmes poutres des planchers considérés, plancher coral, plancher terrasse. Donc, pour la poutre A1 en plancher courant, alors on a notre action à l'ELU, que nous allons appeler PU, sur la poutre A1 en zone courante, ça fait 1,35 fois G, G qui représente la charge d'exploitation, la charge permanente, plus 1,5 fois Q, Q qui représente la charge d'exploitation. Donc, on a 1,35 G plus 1,5 Q. Ça, c'est les actions et combinaisons d'actions qu'on a vues au chapitre 2. Donc, on multiplie 1,35 par la charge permanente en zone courante et 1,5 par la charge d'exploitation en zone courante. Donc, pour les planchers de terrasse, poutre A1, 1,35G plus 1,5Q. Pour faire des applications numériques, même chose à l'ELS. À l'ELS, c'est juste G plus Q. Donc, en plancher courant et en plancher terrasse, on note PS A1 et PS A1 en zone courante et en zone terrasse. Ensuite, on fait les mêmes calculs pour les poutres A2, à l'ELU et à l'ELS en zone courante et en zone terrasse. Même chose. Donc, 1,35G plus 1,5U. Donc, tout ça, c'est à partir du petit tableau de résumé que nous avons fait précédemment. On fait juste les applications numériques. Et à l'ELS, c'est G plus Q en zone courante et en zone terrasse. Même chose. Donc, la deuxième question, c'était de déterminer les diagrammes du moment fléchissant et de l'effort tranchant. Donc, calculer le diagramme du moment fléchissant et de l'effort tranchant, c'est tout ce qu'on prenait. On a déjà eu à faire ça pour les poutres isostatiques. On avait dit que c'était la chose la plus facile du monde. Donc, idéalement, on sait que le moment max pour une poutre isostatique soumise à une charge permanente de P est égal à P fois le carré sur B. On a déjà démontré ça une dizaine de fois en classe. Donc, on calcule le moment sur la poutre A1 en zone courante. Donc, ça, c'est le P calculé précédemment à l'ELU, PU. MU, ça veut dire à l'ELU. Ça veut dire que pour la zone courante, on avait 40,62. Donc, on a P 40,62 fois L. L pour notre poutre. Donc, notre poutre a une longueur, je reviens pour qu'on regarde la longueur de la poutre, charger la présentation. Donc, la longueur de la poutre.
Donc, voici la poutre considérée. Notre poutre a une longueur de 6 mètres. Donc, s'il faut calculer la valeur des diagrammes des efforts tranchants et des moments, il faut prendre en compte la longueur de calcul qui est entre nœuds d'appui, dans ce sens. Donc, entre nœuds d'appui, ça veut dire 6 mètres moins 11 cm moins 11 cm, ils font 5,78. Donc, 6 mètres moins 22 cm, qui font 5,78. Donc, c'est la longueur à prendre en compte pour le calcul des mouvements, des efforts tranchants dans notre poutre. Donc, ça fait LU, ça fait P fois L au carré sur 8, qui font 169,63 kN par mètre. Donc, en plancher terrasse, on applique les mêmes principes. Ça fait 25,49 fois L au carré sur 8. Donc, ici, juste quand on demande le diagramme, au final, ce sont les valeurs. Ça veut dire qu'il suffit juste de mettre en zone courante, vous mettez L égale, vous mettez sa valeur, en zone terrasse, vous dessinez le même diagramme, vous mettez la valeur. Donc, le diagramme de l'effort tranchant. Donc, on a déjà eu aussi à dessiner le diagramme des efforts tranchants. On a dit que la réaction pour une poutre soumise à une charge repartie, on avait montré comment on détermine la réaction et comment on détermine les efforts tranchants. Ou bien comment est-ce qu'on pouvait déduire l'effort tranchant directement du moment. On avait dit qu'il suffisait de faire la dérivée du moment pour obtenir les équations des efforts tranchants. Donc, si on obtient notre effort tranchant ici, pour une poutre répartie, pour une poutre isostatique soumise à une charge répartie, alors l'effort tranchant est positif de ce côté et négatif de cet autre côté et a pour valeur PL sur 2, PL sur 2. Donc, ça, c'est le rappel des cours de calcul de structure. Donc, en zone courante, P avec une valeur 40,62 multiplié par L sur 2, et puis en zone terrasse, la même chose. Donc, on fait de même pour les poutres A2. Moi, je n'ai pas calculé pour les poutres A2, je vous laisse le soin de le faire, c'est la même façon, c'est le même calcul. Et puis, la troisième question, il était demandé de calculer l'effort normal appliqué sur un poteau de pointe au niveau du rez-de-chaussée. Donc, calculer l'effort normal appliqué sur un poteau de pointe, un poteau d'angle au rez-de-chaussée, en prenant en compte que tous les poteaux ont pour dimension 22 cm par 22 cm. Donc, les efforts ici, il faut calculer les efforts normaux. Donc, je reviens sur la présentation. Donc, s'il faut calculer les efforts normaux appliqués sur un poteau de pointe, donc il faut calculer l'effort normal appliqué. Si je suppose que c'est ce poteau-là qui est matérialisé par exemple par ce poteau. Il faut calculer l'effort normal que cette poutre applique sur ce poteau. Il faut calculer l'effort normal que la poutre et les réducteurs appliquent sur ce poteau, et ainsi que les efforts normaux dus aux différents planchers sur ce poteau-là. Donc, faire une descente de charge progressive pour déterminer, par exemple, si c'était à ce niveau, déterminer l'effort appliqué en pied de ce poteau. Donc, l'effort appliqué en pied de ce poteau sera notamment inclus le poids de ces différents éléments. Donc, c'est-à-dire que s'il y a ce poteau, il y a ce poteau, il y a ce poteau, donc on va appliquer les différents poids de ces différents éléments dans notre calcul. Donc, on calcule l'effort normal appliqué en pied d'un poteau. Donc, on va calculer les efforts normaux dus aux poutres. Les efforts normaux dus aux poutres, on connaît les réactions. Donc, à partir des on connaît les diagrammes des efforts tranchants. À partir des diagrammes des efforts tranchants, il y a une corrélation entre les efforts tranchants et les efforts normaux. Si vous vous rappelez le cours de calcul de structure, alors vous allez voir que la corrélation entre le diagramme des efforts tranchants et puis les valeurs des efforts normaux. Donc, on a notre diagramme d'effort normal, d'effort tranchant. Alors, notre effort tranchant applique en tête de notre poteau un effort qui est représenté pour notre poteau comme notre effort normal au poteau. Donc, avec une valeur 117,4 pour la zone courante, et en zone terrasse, on reporte juste les valeurs 73,6. Donc, il faut calculer l'effort normal provenant des régisseurs.
L'effort normal, pour calculer l'effort normal provenant des régisseurs, on va le calculer en zone courante et en zone terrasse. Donc, pour calculer en zone courante, c'est le poids propre des régisseurs, donc le poids propre de notre régisseur qui a pour dimension 22 par 21 multiplié par le poids du béton armé, le poids volumique du béton. Donc, 1,35 vous dit, c'est un calcul aux combinaisons, aux états limites. Donc, 1,35 fois la charge permanente plus 1,5 fois la charge d'exploitation. Donc, on va faire 1,35 par le poids propre de notre régisseur plus 1,35 multiplié par la charge permanente qu'appliquent nos régisseurs sur la structure définie précédemment qui était de 13 kN par mètre plus 1,5 fois 0 parce que sur notre régisseur, il n'y a pas d'application de charge d'exploitation et multiplié par la moitié d'un panneau sur 2. Donc, puisqu'on est en train de calculer les efforts au bout d'un panneau, ça veut dire qu'au bout au point, donc je vais représenter là, on est en train de vouloir calculer l'effort normal appliqué en ce point ou en ce point ou en ce point ou en ce point. Donc, ça veut dire que si le régisseur, par exemple, sur ce côté, ne reprend en compte que la moitié des efforts d'un panneau. C'est pour ça qu'on a divisé par 2 ici. Donc, les efforts, les charges permanentes ne sont prises que de moitié pour ce régisseur. Donc, on a la valeur de notre régisseur, la valeur de la charge permanente et la charge, en fait, de la combinaison d'actions due à la charge permanente et de la charge d'exploitation sur les régisseurs en zone courante. On fait de même pour le calcul de l'effort normal sur notre régisseur en zone terrasse en prenant en compte une combinaison d'actions des charges permanentes et des charges d'exploitation. Donc, en zone terrasse, on a 1,35 multiplié par le poids volumique, le poids propre de notre régisseur, plus le poids de la côté, parce que nous sommes en zone terrasse, je vais représenter là. Donc, le poids de la côté, ça fait 0,1 fois sa hauteur fois le poids volumique du béton, plus le revêtement sur le régisseur. Pour calculer le revêtement sur le régisseur, on suppose que là, c'était notre régisseur et que sur cette partie-ci, comme précédemment, on a appliqué une charge de revêtement. Donc, pour calculer la charge de revêtement, on déduit de la charge du plancher, la charge du corps creux et la charge de l'enduit sous plafond. C'est ce qu'on a fait là, donc on déduit la charge du plancher et la charge de l'enduit sous plafond, on multiplie par la largeur du régisseur qui reste, donc ça s'appelle revêtement sur le régisseur, et puis on ajoute les charges d'exploitation sur notre régisseur, puisque c'est une zone accessible, ça veut dire qu'il y a une charge d'exploitation, donc sur notre 0,12 là multiplié par la charge d'exploitation, multiplié par la valeur de la charge d'exploitation en zone terrasse. Donc, fois la moitié du panneau aussi, multiplié par la moitié du panneau, la largeur de la moitié du panneau divisé par 2. Donc, on obtient cette valeur, la valeur de l'effort normal dû au régisseur qui est égal à 8,09. Donc, l'effort normal du plancher courant, c'est un plancher courant. L'effort normal sur un plancher courant égal à l'effort normal provenant des poutres plus l'effort normal provenant des poteaux. Donc, je vais revenir à la présentation pour mieux expliquer. On a dit dans le cours que notre panneau de dalle transmettait ses efforts aux poutres et aux régisseurs éventuellement. Donc, c'est les régisseurs qui sont chargés de transmettre les charges, les régisseurs et les poutres qui sont chargés de transmettre les efforts au niveau des différents poteaux.
Donc, pour connaître l'effort normal appliqué sur ce poteau, il suffit de connaître l'effort qu'applique cette poutre et ce régisseur sur ce poteau. Donc, ça veut dire que l'effort normal en tête de ce poteau égale à l'effort normal résultant de cette poutre plus l'effort normal résultant de ce régisseur. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, l'effort normal sur un poteau en plancher courant égale l'effort normal de la poutre en zone courante plus l'effort normal du régisseur en zone courante. Donc, on fait les sommes des valeurs calculées précédemment et on obtient 153 kN. Donc, l'effort normal en plancher terrasse, c'est la même chose, c'est la somme de l'effort normal de la poutre en zone terrasse plus l'effort normal du régisseur. Donc, on obtient 81,75 kN. L'effort normal au rez-de-chaussée. Donc, l'effort normal au rez-de-chaussée, je vais revenir sur la présentation. Présentation, voilà. Donc, je disais, l'effort normal au rez-de-chaussée correspond à l'effort normal dû aux trois planchers courants. Donc, l'effort normal correspondant au plancher-ci, au plancher-ci, au plancher-là, plus le plancher terrasse, premièrement, plus encore l'effort normal correspondant aux différents poteaux considérés pour ces planchers-là. Donc, ça veut dire que si on a trois niveaux, si on est en train de calculer par exemple pour un côté de pointe, on a en zone courante, si on veut calculer l'effort normal au rez-de-chaussée, on a 1, 2, 3 fois la hauteur-ci. Donc, on a 1, 2, 3 fois cette hauteur-ci. On va ajouter les poids, les efforts normaux provenant de ces poteaux pour ces trois longueurs-ci, plus l'effort normal provenant de cet autre poteau-ci. Et plus les parties des poteaux qui sont encastrées dans la dalle. C'est-à-dire que là, on prend en compte 3,5. Ça veut dire que ça s'arrête de là à là. Il reste cette petite partie qu'on n'a pas pris en compte. Donc la petite partie qui représente la zone couverte par notre plancher. Donc avec une hauteur environ 0,21. Donc il faudra aussi prendre en compte pour le calcul de notre descente de charge. Donc je reviens à la correction. Donc je disais l'effort normal au rez-de-chaussée correspond à 3 fois l'effort normal des planchers en zone courante, plus une fois l'effort normal des planchers en zone terrasse, plus 1,35 fois les sections des poteaux. On a dit qu'on a un poteau, le poids propre du poteau c'est 22 cm fois 22 cm fois le poids volumique du poteau. Donc, multiplié par 3 fois 2,29. 3 fois 2,29 représente les parties où on a les hauteurs 2,29. Et puis, plus 3,5. 3,5 représente la partie du plancher où les poteaux ont pour hauteur 3,5. Donc, ça représente les efforts normaux dus au poteau sur les rez-de-chaussée plus les 3 niveaux. Ensuite, on ajoute les parties du poteau qui sont encastrées dans la dalle, comme je disais. Donc, on a un poteau avec la section 0,22 par 0,22 fois son poids volumique, multiplié par 0,21. 0,21 qui représente la hauteur de notre dalle, multiplié par 4, 4 qui représente le nombre de planchers total. Donc ça, c'est la partie du poteau encastré dans la dalle. Et plus les poteaux d'à côté. Donc, quand on regarde schématiquement, on a un à côté qui a une épaisseur de 0,1 m, donc 10 cm. On suppose que les poteaux d'à côté aussi auront 10 cm. Donc, on va faire 10 cm fois 10 cm fois 6. 6 parce qu'il y a 6 poteaux, il faut 25. 25 qui représente le poids volumique du béton. Donc, je disais 6 parce qu'il y a 6 poteaux. C'est représenté là, si on regarde. Donc,
Idéalement, les poteaux d'à côté que vous voyez seront aussi en continuité avec les poteaux existants de notre édifice. Donc, c'est pour ça qu'on met 6. Voilà. Donc, on fait un calcul. On fait un calcul de notre effort normal au pied d'un poteau. On va obtenir, donc ça va faire 3 fois 153,52 plus 81 pour le plancher courant, plus 21,50. Donc on obtient l'effort normal au pied du poteau du rez-de-chaussée égal à 563,6 kN. Donc ça, c'est ce qui s'appelle descente de charge en fait. C'est à partir de cet effort-ci-là qu'on pourra dimensionner notre semelle. À partir de cet effort normal qu'on pourra dimensionner notre semelle. Donc on aurait pu demander de déterminer deux choses, l'effort normal et puis par exemple le moment fléchissant au pied de ce poteau. Le moment fléchissant au pied de ce poteau serait aussi nécessaire pour calculer les semelles. Donc le cours de semelle, vous allez voir ça l'année prochaine probablement. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez activer vos micros et poser vos questions. S'il y a des questions, vous posez vos questions. Je disais que c'est au début même par rapport au système de contrevent. Quand vous avez expliqué là, je n'ai pas bien compris. Au début, par rapport au système de contrevent, on a dit que, idéalement, dans un bâtiment, les voiles, les cages d'escalier et les cages d'ascenseur représentent le système de contrevent. Donc, le rôle de l'environnement, c'est de reprendre la reprise des efforts horizontaux. Les efforts horizontaux sont généralement dus aux effets du vent, par exemple, ou bien aux efforts de sismiques. Donc, c'est ça qui est souvent, en tout cas pour les bâtiments qui ont des hauteurs supérieures à 20 mètres, c'est ce qu'on appelle un contreventement. Donc, contreventement, c'est reprendre, c'est créer des structures qui vont reprendre des efforts horizontaux au vent ou dans les efforts sismiques pour les transmettre aux nations. Monsieur. Est-ce qu'il y a une autre question? Le reste, je veux d'abord lire, monsieur. Sinon, pour l'instant, Oui. ça va. Donc, au final, c'est pas compliqué, vous allez lire et puis essayer de reprendre exactement le TD. En fait, tous les TD qu'on va voir pour le chapitre 4, c'est exactement pareil, c'est la descente de charge. Donc, il faut juste avoir une logique, savoir calculer le volume et savoir pourquoi on déduit telle chose et telle chose. S'il faut essayer de comprendre, c'est exactement sur ces modèles qu'on va vous informer. C'est exactement sur ces modèles que les bâtiments sont conçus dans la réalité. Ça veut dire que même si vous n'avez pas de logiciel, vous êtes capable en principe de déterminer les différents efforts normaux au pied d'un poteau de bâtiment. Et à partir de là, vous pouvez écrire votre propre fiche Excel, par exemple, pour le dimensionnement des poteaux, par exemple, des poutres, et ainsi de suite. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va prendre, je pense, dimanche, on va programmer dimanche pour le prochain cours. Bon, monsieur. Messieurs et mademoiselle, posez vos questions. Monsieur, je viens d'arriver, je viens de découvrir même qu'il y a... Au programme de cours, vous venez d'arriver comment? Parce que justement, je n'ai pas reçu le lien à temps, quoi. Bon, c'est pas grave, vous aurez le temps de lire. Ok. Ok. Bon, à la prochaine. Voilà, la prochaine, c'est quoi? C'est quand, monsieur?
C'est dimanche à 14 heures. Ok. Ok, merci. S'il vous plaît, monsieur, Oui, j'ai un dernier souci. S'il y a possibilité, monsieur, de nous envoyer les cours dans la plateforme avant qu'on peut-être quelques heures, là, ça pourra nous aider à lire. bon, je charge directement le chapitre 5. D'accord, monsieur. Là, je le fais maintenant pour que vous aurez le temps, pour que vous puissiez avoir du temps pour lire avant dimanche. Je charge le chapitre 5 directement. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Ok.